Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va vous présenter une introduction à la microbiologie qui va vous permettre d'entrer dans le sujet. Alors, c'est quoi la microbiologie? La microbiologie, c'est l'étude des micro-organismes microscopiques comme les bactéries, les virus, les champignons et les protozoaires. Certains de ces micro-organismes sont pathogènes, c'est-à-dire ils causent des maladies, et la plupart sont bénéfiques pour nous. Pour l'homme, on a la flore intestinale qui nous aide pour la digestion. Pour les plantes, les bactéries sont responsables pour la fixation d'azote et pour les animaux, elles aident pour la digestion de la cellulose. Ces micro-organismes sont utilisés aussi dans l'industrie. En général, on classifie ces micro-organismes en fonction de leurs caractéristiques. En effet, pour les bactéries, on utilise la coloration de Gram. Il y a des bactéries Gram positives et d'autres qui sont Gram négatives. Pour les virus, sont classifiés en fonction de leur génome ADN ou ARN. Est-ce qu'il est double brun ou simple brun? Les champignons sont divisés en deux, les moisissures qui sont multicellulaires et les levures qui sont unicellulaires. On a aussi la classification hiérarchique dans laquelle on doit déposer chaque organisme dans sa catégorie. Si on commence vers le bas, on a l'origine, embranchement, classe, ordre, famille, genre et espèce. On a deux domaines dans cette planète, les bactéries et les archées, qui sont considérés des prokaryotes, et les eucaryotes, qui comprennent les champignons, les plantes, les protistes, les animaux. Les principales différences entre les prokaryotes et les eucaryotes sont l'absence d'un vrai noyau chez les prokaryotes, il y a l'absence aussi des organettes intracellulaires comme la mitochondrie, le réticulum endoplasmique et l'appareil de Golgi, et l'absence de la paroi cellulaire chez les eucaryotes, à l'exception des champignons et les plantes. Aussi, elles diffèrent dans la structure des ribosomes. Maintenant, on va focaliser sur les bactéries. Comment sont nommées, structure de base et la coloration de Gram. N'importe quel nom de la bactérie est composé par deux termes. Le premier fait référence au genre et le second fait référence à l'espèce. On va prendre Staphylococcus aureus comme exemple. Donc Staphylococcus, c'est le genre et Aureus, c'est l'espèce. Aussi le nom des micro-organismes pour référer à leur forme. Comme dans notre exemple, staphylo signifie une grappe de résine, coccus signifie cellule ronde et aureus, c'est-à-dire elle prend la coloration d'or lors de sa culture. En plus des coques, les cellules rondes, on a les bacilles qui sont en forme de bâtonnet. Puis on a des spirochètes qui sont incurvés. Puis des diplocoques qui sont formés par deux coques. Après on a des cocobacilles qui ont un mélange des deux cellules rondes et bâtonnées. Puis on a des vibrio qui ont un bacille incurvé. On a aussi des streptocoques qui sont des coques en Chine. On a aussi des staphylocoques qu'on a mentionnés dans notre exemple qui sont des coques larges en grappe. On a aussi des tétrades qui sont formés par quatre coques. Maintenant, on va discuter l'architecture de la bactérie. Et puisque les bactéries sont considérées des cellules, ça signifie qu'elles possèdent le cytoplasme, le matériel génétique, le plasmide, qui est un matériel génétique extrachromosomique. On a aussi la paroi cellulaire. On a aussi les flagelles qui sont utilisés pour le mouvement. Il y a aussi des cellules qui ne sont pas présentées ici, des cellules pour le mouvement aussi, et les ribosomes. Et après, on a qu'on appelle glycocalyx, qui est utilisé pour la protection. La glycocalyx peut être soit une capsule qui est proprement organisée et protège la bactérie contre la phagocytose, ou biofilm qui est important pour l'attachement. Les bactéries possèdent aussi les porines. Ces porines sont des protéines transmembranaires qui permettent sélectivement le passage de certaines molécules au cytosol de la bactérie. Les porines peuvent être des intermédiaires de la résistance aux antibiotiques par l'inhibition de certains antibiotiques de l'entrée à l'intérieur de la bactérie. Les bactéries possèdent aussi des mésosomes qui sont équivalents de la mitochondrie chez les eucaryotes. N'oubliez pas que les bactéries ne possèdent pas des mitochondries. Elles possèdent des mésosomes à leur place. Les bactéries dépendent de ces mésosomes pour leur respiration. Les mésosomes sont formés par l'invagination de la membrane plasmique dans le cytosol. En général, on peut dire voilà à quoi ressemblent les bactéries. Cependant, chaque bactérie possède sa spéciale caractéristique qui la distingue du reste. Maintenant, on passe à la coloration de Gram. Dans la coloration de Gram, on peut classifier les bactéries en Gram positifs et Gram négatifs, et ça dépend de la composition de la paroi cellulaire et sa capacité de réagir avec la coloration de Gram. Pour les classifier, les Gram positifs réagissent avec la coloration de Gram et donc coloration bleue, tandis que les Gram négatifs réagissent avec la coloration et donc couleur rose. Si on regarde la membrane des deux types bactériens, Gram positif et Gram négatif, à partir de la couche interne, on remarque que les deux possèdent une membrane plasmique, tandis qu'à l'extérieur, les différences commencent à apparaître. Les Gram positifs, en plus de la membrane interne, elles possèdent une couche épaisse de peptidoglycane. Cette couche possède deux acides, l'acide lipoticoïque et l'acide ticoïque.
Et pour les grammes négatifs, à l'extérieur de la membrane interne, on a une couche mince de peptidoglycanes. Et après, on a la membrane externe, composée de phospholipides, qui possède des transprotéines intégrées à elle. Et la dernière couche dans les grammes négatifs est formée par des polysaccharides. La couche des polysaccharides est composée par trois structures: antigène O, le corps polysaccharidique, et lipide A qui est considéré comme endotoxine. Donc on peut conclure que les endotoxines existent seulement chez les grammes négatifs. Ces endotoxines sont endogéniques, ce qui signifie qu'elles peuvent initier une réponse immunitaire en causant certains symptômes comme la fièvre, la faiblesse, douleur ou des chocs pour le patient. Alors, c'était pour l'introduction. J'espère que c'était clair. Et n'hésitez pas de donner vos réactions qui vont nous aider à améliorer les vidéos prochaines. Et n'oubliez pas d'inscrire à notre chaîne.